Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. Hier, les sénateurs ont adopté le projet de loi relatif au développement économique de l'outre-mer. L'UMP et les centristes ont voté pour, le Parti socialiste s'est abstenu et le groupe communiste a voté contre ce texte. Le groupe RDSE a partagé son vote entre l'abstention et le vote pour. Ce matin, je vous propose de revoir la discussion portant sur l'article 20, sur la question du logement social dans les DOM, avec l'amendement déposé par la sénatrice Anne-Marie Payette sur le logement social en faveur des personnes âgées. Bonne séance à tous. Anne-Marie Payette, le 387 rectifié bis. Oui, Monsieur le Président. Cet article 20 crée un nouveau dispositif de défiscalisation en faveur du logement social outre-mer. Or, les besoins sont également très importants en matière de logement destiné à héberger les personnes âgées. En conséquence, cet amendement vise à étendre le dispositif mis en place pour cet article à destination des investisseurs qui souhaitent contribuer à la construction de logements pour personnes âgées. Pourraient en bénéficier les personnes modestes de plus de 65 ans. Les prestations d'hébergement rendues aux personnes âgées pourraient s'accompagner de prestations de services adaptés à leur situation, sans qu'il s'agisse pour autant de maisons médicalisées. Merci. Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la Commission, on l'a déjà dit, n'est pas favorable par principe à l'extension des dispositifs de défiscalisation du logement en Outre-mer. Par ailleurs, cette extension ici aurait un coût qui n'est pas chiffré, certainement important. Toutefois, elle reconnaît la nécessité de prendre des mesures en faveur des logements pour personnes âgées dans les DOM et relève que l'extension proposée maintiendrait la condition de ressources des personnes âgées locataires. Par conséquent, elle s'en remet à la sagesse du Sénat. Alors, Monsieur le Ministre, partagez-vous ce point de vue? On ne peut pas, face à tant de sagesse, ne pas. Le gouvernement propose aussi et s'en remet aussi à la sagesse qu'il espérera positive du Sénat sur cette affaire. Et le gage? Et lève le gage, évidemment, si le Sénat donne suite à cette demande de sagesse positive. Eh bien, écoutez, devant tant de sagesse positive, qui est pour adopter l'amendement d'Anne-Marie Payette? Écoutez, il est adopté à l'unanimité. 3 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Anne-Marie Payette, nous poursuivons d'ailleurs 3 amendements identiques. Le Payette, le Virapoulet et le Marsin. Oui, Monsieur le Président, cet amendement est un amendement de précision qui concerne la notion de programmes immobiliers introduite pour les opérations de défiscalisation des logements sociaux. Il s'agit principalement de préciser que ces programmes devront avoir une proportion minimale de logements sociaux exprimés en surface. Voilà. Jean-Paul Virapoulet s'est défendu. Et puis Daniel Marsin s'est défendu. Quel est l'avis de Monsieur le rapporteur? Allez, Marc Massion. Merci, Monsieur le Président. Je me sens porté par la Présidente. Monsieur le Ministre, merci, chers collègues. Cet amendement semble permettre de rendre le dispositif de défiscalisation en matière de logement social plus opérationnel et plus facilement contrôlable par l'administration. Sous réserve de la confirmation qu'apportera, je suppose, le gouvernement, la Commission est favorable à l'amendement et aux 2 autres, évidemment. Alors, Monsieur le Ministre. Écoutez, ces 3 amendements sont visionnaires, efficaces, et nous ne pouvons être que favorables et lever le gage. Alors, pas de gage, avis unanime de notre Assemblée. Les 3 amendements sont adoptés. Merci. Alors, c'est notre collègue Tueyava qui nous présente le 138. C'est Richard Tueyava. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je serai très bref. C'est un amendement de précision et quelque part de mise en cohérence. La référence exclusive, effectivement, à des décrets d'application pour la détermination des plafonds de ressources apparaît insatisfaisante dans le cadre de la rédaction actuelle du 4e alinéa du
1 du grand 2 de l'article 20. Insatisfaisante, effectivement, pour les collectivités d'outre-mer qui relèvent de l'article 74 de la Constitution, ainsi que la Nouvelle-Calédonie. Il convient en effet de confier la tâche de déterminer ces plafonds de ressources aux autorités locales compétentes, eu égard au statut particulier de ces collectivités. Et c'est effectivement de manière très vigoureuse que, effectivement, je revendique en tant que parlementaire d'une de ces collectivités le statut d'autonomie que nous pouvons en bénéficier. Merci. Merci, Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il nous paraît difficile de laisser libre les collectivités d'outre-mer de déterminer les critères de ressources ayant un impact pour l'application du dispositif de défiscalisation et donc pour les finances publiques. Il revient donc dans notre esprit à l'État de fixer par décret l'ensemble des paramètres. Donc l'avis est défavorable. C'est le même point de vue, Monsieur le Ministre. 2 avis défavorables sur cet amendement. Qui est pour l'adopter? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Gaston Floss, le 230. Afin d'éviter l'obsolescence des plafonds de loyer, il y a lieu de prévoir leur actualisation chaque année à l'aune de l'évolution de l'indice du coût de la vie dans chaque collectivité. Cette disposition s'inspire de celle qui prévaut pour la détermination du plafond du montant de la réduction d'impôt en fonction du coût de la construction. Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, avis défavorable. Il ne nous semble pas pertinent d'indexer les plafonds de ressources sur le coût de la vie, ce qui empêcherait toute modulation future des paramètres de financement. Donc, un avis défavorable, 2 avis défavorables. Qui est pour adopter cet amendement? Qui est contre? Il n'est pas adopté. 6 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Jean-Paul Virapoulet. Alors ça, c'est un petit amendement de précision. Il a pour but d'abord de renvoyer à un décret la base éligible de l'avantage fiscal, et puis il corrige une erreur matérielle et précise la rédaction du texte. Et Daniel Marsin avait présenté le même. Il est défendu. Merci. Anne-Marie Payette, le 370. Oui, Monsieur le Président, c'est un amendement rédactionnel qui corrige une erreur de référence. Merci d'avoir vu cette erreur. Ensuite, le 357 rectifié, 2 amendements identiques, et le 366. Et le 254 qui suivra est très proche. Alors, c'est Anne-Marie Payette, le 357 rectifié. Oui, Monsieur le Président, l'article 20 étend notamment le dispositif de défiscalisation des investissements productifs au logement social. Or, les opérations de logement locatif social programmées au titre de la LBU, qui seront visées par un montage en défiscalisation, doivent correspondre à une même définition des dépenses éligibles à l'assiette de défiscalisation que les autres, sous peine de créer 2 régimes de base éligibles et rendre très complexe le montage de ces opérations. Cet amendement vise la reprise des dépenses aujourd'hui éligibles à un financement LBU dans la base éligible aux programmes locatifs sociaux en défiscalisation. Merci. Daniel Marsin, je considère qu'il est présenté, défendu. Merci. Et c'est Jacques Gillot qui nous présente le 254 aussi. Il est défendu. Alors, Marc Massion. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. J'arrive, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, alors l'avis de la Commission est favorable à l'amendement de Monsieur Virapoulet, donc à celui de Monsieur Marsin, et on suggère à Madame Payet de retirer son amendement au profit des amendements 276 et 364 qui sont dont la rédaction est plus claire. En ce qui concerne le 357,
L'objectif de cet amendement semble être de mieux articuler le recours conjoint aux deux dispositifs de la LBU et de la défiscalisation pour les opérations de logement social en évitant la référence à deux bases éligibles différentes. Son dispositif semble toutefois difficilement opérant. Par ailleurs, ces définitions relèvent actuellement du décret et nous sollicitons l'avis du gouvernement. Sur le 366, c'est le même. Donc le gouvernement est et le 254 est très proche et nous sollicitons aussi l'avis du gouvernement. Ministre. Alors, sur le 276, nous émettons un avis favorable. Sur le 364, un avis favorable. Nous sollicitons aussi Madame Payette pour qu'elle retire le 370, dont la rédaction semble moins claire que les deux précédents. Vous le retirez. Très bien. Le 370 est retiré. Et sur les trois suivants, puisque c'est le même type, évidemment, le gouvernement est sensible aux préoccupations légitimes qui sont exprimées dans ces amendements, mais comme cela a été remarqué fort justement par la Commission, il y a un risque d'incohérence, donc nous sommes malheureusement défavorables à ces trois amendements. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, sur les 276 et 364 identiques, le Virapoulet et le Marsin, qui est pour l'adopter? Qui est pour? Qui est contre? Ils sont adoptés. Et les autres tombent. Voilà, le 357 rectifié, le 366 et le 254. Quatre amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Georges Patient, ah non, c'est Richard Toué-Yava qui nous présente le 417. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet amendement vise à supprimer les obligations d'information ou de demande d'agrément auprès du ministre du Budget préalablement à toute opération de défiscalisation. En effet, ces démarches constituent un obstacle à la bonne réalisation de ces opérations en entraînant leur blocage. Par ailleurs, le ministre du Budget dispose déjà d'informations relatives à ces opérations qui lui permettent effectivement d'avoir connaissance de ces investissements. Merci. Alors, le 316, c'est Jacques Gillot qui nous le présente. Merci, Président. Cet amendement vise à relever le seuil du montant en capital des sociétés qui vont faire l'objet d'investissements au titre des programmes de logement social en défiscalisation. En effet, le projet de loi limite le plafond en capital de ces sociétés à 1 million d'euros. Au-delà de ce seuil, un agrément préalable doit être obtenu du ministère chargé du budget. Or, le seuil de 1 million d'euros limite le nombre de logements possibles à 7 ou 8 logements, ce qui est faible au regard de la complexité de ces montages. Aussi est-il demandé que le seuil d'agrément soit porté à 4,6 millions d'euros, seuil de la loi de défiscalisation actuelle, afin de relever le nombre de logements correspondant de 7 ou 8 à une trentaine par opération sans passer par une demande d'agrément préalable. Disposition trop lourde pour relancer la production de logements sociaux. Si Anne-Marie Payette a souhaité présenter le même, il est défendu. Et Daniel Marsin, c'est exactement le même. Il est défendu. Merci. Alors, quel est l'avis sur ces quatre amendements de Monsieur le rapporteur Éric Doligé? Merci, Monsieur le Président. Donc, vous changez de poulain, vous avez remarqué. Voilà. Bien. Donc, sur ces quatre amendements, eh bien, on a un avis globalement défavorable pour la raison suivante. Sur le premier, qui vise à supprimer l'obligation de notification des opérations de défiscalisation, vous savez que cette obligation, nous l'avions ajoutée au niveau de la Commission des finances et j'avais expliqué tout à l'heure pour quelles raisons. Donc, défavorable. Pour les trois autres qui sont identiques, vous souhaitez relever de 1 à 4,6 millions d'euros le seuil à partir duquel les opérations de défiscalisation en matière de logement social doivent obtenir un agrément. Donc l'obtention d'un agrément, bien sûr, ce n'est pas la remise en cause de l'opération, mais c'est simplement la volonté que nous avons de bien connaître les opérations.
il est bien sûr souhaitable que ces opérations soient très vite traitées au niveau de l'administration pour ne pas ralentir les différentes opérations. Donc on a un avis défavorable sur les 3 amendements. Merci. Monsieur le ministre. Concernant le 417, c'est un avis défavorable, proche, pour les mêmes raisons que celui de la Commission. Sur les 3 suivants, c'est aussi un avis défavorable, mais j'ai une grande nouvelle et une bonne nouvelle à vous annoncer, puisque nous ne changeons pas le seuil d'agrément, mais par contre nous changeons le seuil de l'examen local. Jusqu'à présent, les dossiers étaient examinés au ministère en administration centrale au-delà d'1,5 million d'euros. Le gouvernement va porter ce seuil à 10 millions d'euros. C'est-à-dire que tous les dossiers de moins de 10 millions d'euros nécessiteront un agrément, mais un examen local, ce qui devrait accélérer très largement les programmes et répondre à vos préoccupations, ce qui devrait même peut-être vous permettre de retirer ces amendements, ces préoccupations étant largement couvertes par cette annonce. Bien. Alors, nous en revenons à l'amendement de notre collègue Patient. Qui est pour l'adopter? Il y a 2 avis défavorables. Qui est contre? Il n'est pas adopté. Et les 316, 356 rectifiés et le 365. Alors, l'annonce faite par le ministre de relever à 10 millions d'euros, est-ce que cela vous engage à retirer ces amendements? Monsieur Gillot, il est retiré. Anne-Marie Payette, il est retiré. Et Daniel Marsin, vous prenez cela en fait comme une bonne nouvelle. Donc ces 3 amendements sont retirés. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, Jean-Étienne Antoinette, le 23, il est défendu, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. Bien, il a été bien défendu, mais malheureusement, l'avis est défavorable, puisque l'extension de la défiscalisation que vous avez proposée, chers collègues, par cet amendement, nous paraît peu opérante et trop large pour recevoir un accueil de la Commission, un accueil positif. Monsieur le Ministre partage ce point de vue. 2 avis défavorables. Y a-t-il une demande d'explication de vote? Qui est pour adopter l'amendement de Jean-Étienne Antoinette? Pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Ensuite, nous avons un amendement présenté par le gouvernement, le 446. Alors, cet amendement présenté par le gouvernement est en fait la reprise de l'amendement 139 de Jacques Gillot, qui nous semblait être un amendement tout à fait justifié, et puis qui a, je crois, qui a bugué dans le dispositif. L'évolution de la défiscalisation vers la production de logement social obéit à une logique, celle de mettre à la disposition des opérateurs sociaux de logements plus de ressources pour remplir leur mission. Le mode opératoire de la défiscalisation doit être neutre fiscalement. Pendant les 5 années de portage des logements par le véhicule fiscal, les mêmes conditions de TVA et de TFPB doivent être appliquées. C'est donc en reprenant l'amendement déposé par messieurs les sénateurs Gillot et Repentin afin d'adapter les dispositions du Code général des impôts relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour garantir que l'exonération de taxe foncière bâtie pour les logements sociaux s'applique également au nouveau dispositif de défiscalisation et de modifier les dispositions relatives à la TVA pour qu'il n'y ait pas de frottement fiscal, comme on dit en termes savants. Et donc le gouvernement, non seulement était favorable aux amendements des honorables parlementaires, mais les reprend à son compte pour qu'ils ne disparaissent pas et qu'ils soient réintroduits dans la législation. Voilà encore une volonté de consensus encore exprimée par ce geste. Et voilà un ministre qui tient sa parole. C'est très bien. Bon, excusez-moi, monsieur le ministre. Quel est l'avis de la Commission? Écoutez, nous étions très favorables à l'amendement 139 et nous l'avions trouvé de très grande qualité. Nous avions été très tristes de le voir disparaître et le gouvernement nous fait la joie de le réintroduire. Donc, bien évidemment, on y est très favorable.
Bien. Qui donc adopte cet amendement gouvernemental d'origine Gillot? Qui est pour? Eh bien, écoutez, il est adopté à l'unanimité. Merci, Monsieur le Ministre. Deux amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Les amendements très proches, le 384 de Daniel Marsin. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet amendement vise à autoriser les conseils généraux à exonérer la cession des logements sociaux aux organismes HLM prévus par le dispositif de défiscalisation en matière de logement social qui fait l'objet de la loi que nous sommes en train d'étudier. En effet, l'article 20 du présent projet de loi met en place un dispositif de défiscalisation spécifique afin de favoriser la construction de logements sociaux dans les départements d'outre-mer. Ce dispositif prévoit que les organismes HLM louent les logements sociaux pendant 5 ans et au terme de ces 5 années, ces logements leur sont rétrocédés ou cédés. Cet amendement vise donc à permettre aux conseils généraux, s'ils le souhaitent, d'exonérer de taxes de publicité foncière ou de droits d'enregistrement cette cession lorsque ces taxes et droits sont applicables, ceci afin de favoriser l'opération. Merci. Serge Larcher. Il est défendu? Il est défendu. Monsieur le rapporteur. Le dispositif qui vient de nous être présenté, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, est un dispositif qui nous paraît intéressant puisqu'il est non compensé par l'État et qui n'a pas de coût donc pour l'État et qu'en plus il donne la liberté aux collectivités. Donc à ce double titre, on a donné un avis favorable. Voilà, aux deux amendements en fait. Hein. Et le gage élevé, Monsieur le Ministre? Vous allez bien vite sur l'avis, mais c'est la sagesse que le gouvernement propose à l'Assemblée. Et évidemment, si l'Assemblée le vote, il lèvera le gage. Bon, merci. Alors, sagesse du gouvernement. Alors, Jean-Claude Frécon, vous avez la parole. Monsieur le Président, chers collègues, je m'interroge simplement sur la deuxième partie de l'amendement de M. Marsin, qui est repris en deuxième partie, le 384, qui est d'ailleurs repris, mais pas tout à fait avec la même rédaction, par le deuxième partie de l'amendement 325, où on parle de la compensation de cette perte de recettes. Mais comme il s'agit des collectivités locales, ne doit-on pas laisser aux collectivités locales le soin de compenser comme elles veulent et si elles en ont envie? Il n'y avait pas obligation, j'allais dire, de cette compensation. Oui, c'est le gage, mais le gage par rapport aux dépenses de l'État, mais pas par rapport aux dépenses des collectivités. Ah, c'est formel. Merci, Monsieur le Président. Et votre réponse, Jean-Claude Frécon. Alors, l'archer a été rendu identique au premier. On considère qu'il est... Et nous avons un avis favorable de la Commission, une sagesse du gouvernement. Je soumets à l'approbation ces deux amendements. Qui est pour les adopter? Bien écoutez, ils sont adoptés à l'unanimité. Deux amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Jean-Étienne Antoinette, vous nous présentez le 22. Au profit de celui de collègue Gillot. 22 est retiré au profit de celui présenté par Jacques Gillot, le 332 rectifié. Cet amendement concerne la défiscalisation de l'impôt sur les sociétés défini par l'article 217 1 du CGI et vise le même objet que l'amendement numéro 136 de réduction de la durée de portage de l'investisseur, ici de 6 à 3 ans et demi, et pour la construction de 1 an et demi pour la clôture de l'opération et le transfert du bien de la SCI à l'organisme de logement social. Voilà. Alors, monsieur le rapporteur. Oui, c'est un sujet qui est récurrent, puisqu'on en a parlé tout à l'heure en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, de réduire les délais. Il nous paraît que de conserver un délai de 6 ans, pour nous, c'est une garantie de sérieux des opérations et nous sommes donc défavorables à l'amendement qui reste.
Alors, deux avis défavorables. Y a-t-il une demande d'explication de vote? Qui est pour adopter cet amendement de Jacques Gillot? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Deux amendements qui font l'objet d'une discussion commune, deux amendements identiques. Jelita O'Haro. Monsieur le ministre, mes chers collègues, actuellement, les personnes physiques éligibles aux dispositions de l'article 199, indice A du Code général des impôts bénéficient d'une réduction d'impôt majorée de 10% en cas d'investissement dans les logements à usage locatif situés dans certaines zones urbaines des DOM. Il est proposé d'augmenter ce pourcentage et l'amener à 25%. Et pouvoir inciter ainsi les investissements dans le logement ultramarin. En outre, l'amendement proposé vise à majorer l'avantage fiscal accordé au titre de l'article 217 indécié lorsque l'investissement porte sur certains logements à usage locatif situés dans certaines zones sensibles à Mayotte. Merci. Merci. Et nous passons à l'examen donc du 331, Jacques Gillot. C'est le même, il est défendu. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Et donc, en ce qui concerne ces deux amendements, donc on a une position légèrement différente de celle qu'on avait sur les précédents, puisque si l'on n'est pas favorable à l'augmentation des taux de défiscalisation, nous souhaitons toutefois obtenir du gouvernement un certain nombre d'éclaircissements sur les raisons de la différence de régime entre la défiscalisation de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés. C'est un avis. Avis du gouvernement. Le gouvernement est défavorable à ces deux amendements, mais il s'engage à donner à la Commission, dans les délais les plus brefs, les éclaircissements qu'elle attend de sa part. Donc, sur la tenue de cet engagement, c'est un avis défavorable de la Commission. Qui est pour adopter cet amendement, le 210 et le 331? Qui est pour? Qui est contre? Ces amendements ne sont pas adoptés. Nous poursuivons. Deux amendements, Jelita O'Haro, deux amendements proches. Vous nous présentez le 209. Monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article 217 indécié du Code général des impôts ne vise que la location d'investissement productif, c'est-à-dire la location d'immobilisation affectée aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du 1 de l'article 199 indécié B du Code général des impôts. Il en résulte que seuls les schémas locatifs réalisés au profit d'un locataire exerçant une activité éligible définie par l'article 199 indécié B du Code général des impôts peuvent bénéficier de la loi Girardin. Or, dans un schéma de location ou sous-location portant sur des logements sociaux, le locataire, office HLM SEM, exerce une activité immobilière expressément exclue du secteur des activités éligibles selon l'article 199 indécié B1G du Code général des impôts, ce qui devrait, en principe, rendre les schémas de location ou sous-location non éligibles au dispositif de l'article 217 indécié du Code général des impôts. L'objectif des présentes modifications est de rendre les schémas de sous-location éligibles au dispositif Girardin, à l'instar de ce que le projet de loi prévoit pour les investisseurs défiscalisables à l'impôt sur le revenu qui financent l'acquisition ou la construction de logements sociaux donnés en location nue à des offices HLM ou des SEM. Merci. Merci. Jacques Gillot. Il est défendu. Monsieur le rapporteur. Oui, donc, Monsieur le Président, sur les deux amendements identiques, on a une proposition défavorable pour plusieurs raisons. La première, c'est que le dispositif de défiscalisation à l'impôt sur le revenu est déjà très attractif, donc on ne voit pas pourquoi l'étendre. Ensuite, c'est par la défiscalisation à l'impôt sur le revenu
que se font déjà la majorité des opérations de défiscalisation. Également, le projet de loi prévoit l'introduction d'un nouveau dispositif de défiscalisation à l'impôt sur les sociétés qui vise le logement social. Et enfin, cette extension aura un coût supplémentaire pour les finances publiques. Donc on a 4 raisons de s'opposer aux 2 amendements. Est-ce que vous en avez 4, Monsieur le Ministre, de vous opposer? Au moins, mais j'en ai une 5e, c'est qu'il nous semble, à la lecture de l'amendement et avec un examen du Code général des impôts, c'est que les programmes de logement visés dans cet amendement sont déjà éligibles. Donc il nous semble satisfait. Donc nous souhaiterions qu'il soit retiré parce qu'il nous semble satisfait. Si ce n'était pas le cas, nous serions du même avis que la Commission, c'est-à-dire nous y opposerions un avis défavorable. Est-ce que vous croyez, Monsieur le Ministre, Jelita O'Haro, vous le maintenez? Bon, les 2 amendements sont maintenus, 2 avis défavorables. Qui est pour adopter ces 2 amendements? Très proches, hein? D'accord. Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés. Nous poursuivons avec 2 amendements qui font l'objet d'une discussion commune, 2 amendements identiques. Alors, vous souhaitez une précision, Jean-Paul Virapoulet? Voilà. Et il en était de même pour Daniel Marsin. Ils sont défendus. Quel est l'avis de Monsieur le ministre? Favorable, Monsieur le ministre. Voilà. Donc, Monsieur le rapporteur et Monsieur le ministre sont favorables. L'Assemblée est favorable. Ils sont adoptés. Merci. Jelita O'Haro, vous nous présentez le 211. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'amendement proposé vise à préciser pour les TOM les modalités d'application du 1 bis du A de l'article 217 non-déci du Code général des impôts. Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, cet amendement est en coordination avec un amendement 209 des mêmes auteurs sur lequel nous étions défavorables, donc nous sommes toujours défavorables. Logique avec vous-même, quoi. Et Monsieur le Ministre aussi. 2 avis défavorables. Qui est pour adopter cet amendement? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 212, Jelita O'Haro. Tout faire. Non, je vais le faire. Je veux dire plus qu'il y a plusieurs. Oui, allez-y. Allez-y. Ah bon, ok. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, actuellement la doctrine administrative accepte la taxation de la livraison à soi-même pour les constructions de logements financés au moyen de prêts ou subventions d'État régis par l'article R. 372-1 du Code de la construction et de l'habitation. Cette condition pose problème dans les schémas où la structure de financement réunissant les investisseurs IS n'est pas le bénéficiaire direct des aides. L'amendement proposé vise à légaliser la doctrine administrative et à élargir dans les DOM le champ de la livraison à soi-même taxable aux opérations de logements sociaux conclues dans le cadre du dispositif Girardin. Merci. Quel est l'avis de Monsieur le rapporteur? Bien, l'avis de Monsieur le rapporteur et l'avis de la Commission qu'il représente. Et donc, comme nous étions défavorables au précédent qui était en coordination avec l'amendement 209 et qu'une partie de cet amendement recouvre l'amendement 209, donc nous sommes défavorables. Peut-être qu'il y a d'autres éléments positifs dedans, mais la partie de 209 nous fait rendre défavorables à cet amendement. Monsieur le ministre, il en est de même? Monsieur le ministre, qui est pour adopter cet amendement? Qui est contre? Il est adopté. Il n'est pas adopté, pardon. Le 213, Jelita O'Haro.
Je vais continuer sur la même lancée, mais je crois que les réponses seront les mêmes. La doctrine administrative accorde le bénéfice du taux réduit de TVA aux seules acquisitions ou constructions de logements financés au moyen de prêts ou subventions d'État régis par l'article R. 372-1 du Code de la construction et de l'habitation. Cette condition pose problème dans les schémas où la structure de financement réunissant les investisseurs IS n'est pas bénéficiaire direct des aides. Les amendements proposés ont pour objet de légaliser la doctrine administrative et d'élargir dans les DOM le champ d'application du taux réduit de TVA aux opérations de logements sociaux conclues dans le cadre du dispositif Girardin. Alors, la Commission, je pense que c'est le même point de vue. C'est exactement les mêmes raisons. Donc et Monsieur le défavorable. ministre, 2 avis défavorables. Et je crois que l'Assemblée a la même position. C'est un avis défavorable. Il n'est pas adopté. Nous avons 2 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Nous poursuivons 2 amendements identiques. Le 214, chez Lita O'Haro. Non, je le retire au profit du 215. Alors, le 214 est retiré. Est-ce que le 329 de Jacques Gillot est maintenu? Il est retiré aussi. Donc, le 329 est retiré. Merci. Et nous passons au 215. Donc, nous avons là aussi la même doublette, 2 amendements identiques, 215 et 330, chez Lita O'Haro. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'article 1384C du Code général des impôts, dans sa rédaction actuelle, ne permet pas l'exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties lorsque l'acquéreur de logements sociaux, c'est-à-dire l'Office HLM ou la SEM, ne bénéficie pas de prêts et subventions régis par l'article R. 372-1 du Code de construction et de l'habitation. L'amendement proposé a donc pour objet d'étendre l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à un tel cas. Il précise aussi la durée pendant laquelle aura lieu l'exonération, c'est-à-dire 15 ans. Ah bah moi. Alors ensuite, Jacques Gillot, il est défendu. Monsieur le rapporteur. Oui, les 2 amendements qui viennent de nous être présentés, Monsieur le Président, sont en coordination avec 2 amendements précédents, 209 et 326, qu'on a rejetés. Donc, bien évidemment, on est défavorable. Il en est de même. Et c'est la même position de notre Assemblée. Ça semble logique. 2 avis défavorables. Les 2 amendements ne sont pas adoptés. Et nous terminons sur cet article 20 par l'amendement 140 de Jacques Gillot. La réorientation de la défiscalisation vers le logement locatif social et intermédiaire doit pouvoir faire l'objet d'une évaluation partagée avec les représentants des organismes de logement social afin de définir les adaptations utiles et nécessaires et favoriser les bonnes conditions de mise en œuvre des objectifs attendus du dispositif. Merci. Monsieur le rapporteur. On se retrouve dans cet amendement, comme dans beaucoup d'autres amendements, à vouloir présenter un rapport. Comme l'article 33 couvre cette proposition, donc on est défavorable à cet amendement et on verra dans l'article 33 le contenu du rapport. Monsieur le ministre, 2 avis défavorables, c'est la même position de notre Assemblée. Cet amendement n'est pas adopté. Et l'article 20 ainsi amendé. Vous avez la parole, Monsieur le ministre Jean-Pierre Fourcade. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais, avant le vote sur cet article 20, dire 2 choses. D'abord que c'est un article essentiel pour le redémarrage de la construction de logements sociaux dans les départements et territoires d'outre-mer et qu'il montre vraiment une volonté gouvernementale pour essayer de répondre aux 100 000 demandes de logement qui sont actuellement déposées. Et deuxièmement, je voulais mettre à profit cette très courte explication pour remercier le ministre de la part qu'il a prise dans l'enrichissement du texte. Il a suivi la commission, les commissions, puisqu'il y a aussi la commission des affaires économiques et la commission des lois dans la plupart de leurs demandes. Il a
fait preuve d'une très grande ouverture d'esprit sur les amendements et je crois que l'article 20, malgré ce grand nombre d'amendements, montre clairement que le Sénat peut enrichir un texte que nous propose le gouvernement. Odette Terrade, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Pour expliquer notre vote sur l'affirmation nécessaire de la priorité à la réalisation de logements sociaux, je ne peux manquer d'apporter quelques éléments complémentaires. S'il fallait se convaincre de la nécessité de réaliser des logements sociaux, nous pourrions en trouver trace dans une entrevue accordée au quotidien réunionnais Témoignage par l'un des responsables du principal opérateur de logement social, la SIDR. Ainsi est-il indiqué dans cette entrevue, entre autres, je cite, « La principale qualité de la mesure annoncée par le gouvernement est de diminuer la pression sur le foncier. Parce qu'ils ne sont pas tenus de respecter un coût plafond dans la construction, les promoteurs privés enchérissent pour acheter un terrain. Cela contribue à la flambée des prix du foncier, dit en substance le responsable de la communication de la SIDR. Or, le prix du foncier est un problème pour les opérateurs du logement social, car plus le terrain aménagé est cher, moins il reste de crédit pour financer la construction. Ce qui fait de l'existence du coût plafond entraîne des appels d'offres infructueux, car dans la situation actuelle, les entreprises du BTP ont un plus grand intérêt financier à travailler pour la construction dans le secteur libre soutenu par la défiscalisation. La stabilisation du prix du foncier peut libérer de nouvelles marges de manœuvre et rendre le logement social plus attractif, car au final, le coût d'un logement social est le même que dans le privé, soit entre 2 000 et 2 200 euros le mètre carré. Fin de citation. Sans trahir la pensée de cet observateur attentif de la réalité locale, la même observation peut sans doute être produite pour le système d'Eurobien, mais là n'est pas le sujet immédiat. La même analyse relève, je recite de nouveau, au-delà de ces aspects financiers, la réorientation de la défiscalisation vers le logement social permettra de définir une offre locative plus en phase avec la réalité réunionnaise. Aujourd'hui, on produit chaque année entre 2 000 à 3 000 logements sociaux pour environ 6 000 logements défiscalisés dans le secteur libre. Or, les besoins sont inverses. C'est-à-dire que 70% des familles réunionnaises sont éligibles à un logement social, alors que les logements construits grâce à la défiscalisation ne s'adressent qu'à 20% de la population. Un des résultats de cette inadaptation est le nombre croissant des demandes de logement social. Ils atteignent aujourd'hui 27 000 selon la SIDR. La défiscalisation du logement social permettra donc peu à peu d'atteindre un objectif de 6 000 logements sociaux par an, mais sous plusieurs conditions. Voilà, donc cette dernière remarque vaut évidemment pour les entreprises du secteur du bâtiment qui craignent que l'abandon progressif des opérations de défiscalisation portant sur les logements du secteur locatif libre ou intermédiaire ne conduise à un trou, entre guillemets, en termes d'activité qui ne serait pas suffisamment comblé par la mise en œuvre des programmes locatifs sociaux. En même temps, l'exiguïté du marché local, notamment en matière de demande de logements locatifs dits libres ou intermédiaires, rend de plus en plus problématique le montage d'opérations de ce type, même dans le schéma actuel de défiscalisation. Donc, construire des logements à loyer non encadrés grâce à la défiscalisation qui demeure vacant n'est pas très intéressant pour une société locale confrontée de manière significative au problème du mal-logement. C'est ce que nous avions envie de préciser avant cet article 20. Merci Odette Terrade. Alors, cet article 20, emblématique, le plus important, qui est pour l'adopter? Jean-Claude Frécon, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, malgré quelques amendements qui ont fait l'objet d'un consensus, dont naturellement nous sommes satisfaits, la très grande majorité des amendements présentés par notre groupe ont été rejetés. D'autre part, nous constatons que si cette loi est prévue pour des engagements sur une dizaine d'années, l'engagement financier correspondant n'est lui que de 3 ans. Qu'arrivera-t-il au bout de ces 3 ans? Donc, en fonction de ceci, le groupe socialiste ne votera pas cet article 20. Merci. Alors, qui est pour adopter cet article 20? Qui est contre? L'article 20 est adopté.
Abstention de Gaston Floss. C'est noté, je vous donne acte. Alors, nous poursuivons avec l'examen de l'amendement 141 qui vise à insérer un article additionnel après l'article 20. Et c'est Georges Patient qui nous le présente. Vous avez quelques minutes pour reclasser vos dossiers. Seconde, Monsieur le Président? D'accord. Allez, on va donner quelques secondes de respiration. C'est le 141, c'est un article additionnel. Voilà. Monsieur le Président, merci de m'avoir attendu. Cet amendement propose d'instaurer un dispositif de défiscalisation au profit des entreprises qui souhaiteraient acquérir des terrains dans les départements d'outre-mer en vue de leur aménagement par les établissements publics fonciers locaux et les fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain situés dans les départements d'outre-mer. Afin de répondre aux problèmes de logement en outre-mer par la constitution de réserves foncières, puis par leur aménagement en vue de réaliser des logements, l'utilité des établissements publics fonciers et leur nécessaire développement ont été mis en avant, et spécialement préconisés dans un rapport sénatorial de mai 2008. Néanmoins, ces établissements manquent actuellement de moyens financiers pour effectuer de telles opérations. Or, sans cette première étape indispensable, aucun programme immobilier ne peut être envisagé. Par conséquent, cet amendement propose de créer un dispositif de défiscalisation permettant de contribuer à l'acquisition par ces établissements de terrains en vue de la construction de logements sociaux ou de programmes immobiliers, conformément à l'article 199 1-C modifié par le présent projet de loi. Merci bien. Quel est l'avis de Monsieur le rapporteur Marc Massion? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la Commission estime que le problème de disponibilité de la ressource foncière en Outre-mer ne sera pas réglé par l'augmentation des moyens des établissements publics fonciers, bien que leur rôle soit très utile. Il conviendrait d'une part de créer des établissements publics fonciers là où ils n'existent pas, et d'autre part d'assurer la participation des collectivités territoriales à cette politique. Le GIP mis en place par le projet de loi pour répondre au problème de l'indivision vise également à remédier à cette situation. Enfin, la Commission ne souhaite pas la multiplication des dispositifs de défiscalisation outre-mer, ce dispositif proposé par l'amendement n'étant d'ailleurs pas intégré au plafonnement des niches fiscales, donc l'avis est défavorable. Monsieur le Ministre, c'est le même avis. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Oui. Allez, Jean-Étienne Antoinette. Merci, Monsieur le Président. Je crois que tout au long de cet exposé, nous avons pointé du doigt la difficulté à financer la viabilisation du foncier aménagé. C'est vrai pour toutes les régions d'outre-mer, et je veux citer l'exemple de la Guyane, qui a un établissement public d'aménagement qui rencontre des difficultés financières parce que le département est grand, parce que les besoins sont énormes, et dès lors qui freine la production de logements sociaux. Et donc, encore une fois, nous avons dit que, bien que nous ne soyons pas favorables à cette politique d'exonération et de défiscalisation par rapport aux effets que nous avons déjà identifiés, mais quelquefois il faut utiliser cet outil justement pour compenser les mécanismes qui ne fonctionnent pas. Et selon nous, parce que nous sommes dans la première phase de production de logements sociaux, il nous paraissait peut-être fondamental d'utiliser cet outil pour s'inscrire dans un cercle vertueux de production de logements sociaux. C'était donc ça un peu l'esprit de cet amendement. Qui est pour adopter cet amendement? Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous poursuivons Jean-Paul Virapoulet, le 267. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, tout le monde a compris que la politique de logement outre-mer était au centre de nos préoccupations.
le logement, c'est un facteur de cohésion sociale, de paix sociale, de justice sociale. Et il a été à l'origine, le manque de logement social est l'un des facteurs qui justifie, qui explique l'explosion sociale qui a lieu outre-mer. Et à ce point du débat, je voudrais apporter tout mon soutien au gouvernement d'avoir eu le courage, je dis bien le courage, d'orienter l'argent de la défiscalisation vers le social, et c'est à mon avis un choix stratégique dont nous mesurerons les effets au fil des années à venir. Alors pourquoi je présente un amendement? Mais pour répondre à ce que disait notre collègue communiste tout à l'heure intervenant et citant les statistiques à La Réunion, c'est que si on prend la loi Girardin, on a fait plus d'intermédiaires spéculatifs, alors que dans les 4 départements d'outre-mer, nous avons un besoin extraordinairement important dans le domaine du très social financé essentiellement par la LBU et du social intermédiaire financé par personne et par aucun système. Parce que vous avez les gens très pauvres et vous avez les gens pauvres entre les très pauvres et la classe moyenne. Il y a un éventail, il y a un arc-en-ciel. Mon amendement, il se situe dans la droite ligne de la volonté politique du gouvernement de dire oui à la solidarité sans dépenser plus, mais en dépensant mieux. Et je propose donc par la rédaction de cet amendement à l'ensemble de nos collègues, et c'est pour ça que j'interviens un petit peu longuement, de mettre en œuvre un intermédiaire social. Et le gouvernement devra fixer par décret le montant des revenus qui auront droit à ce logement, ainsi que le prix du loyer au mètre carré, de telle sorte qu'il n'y ait plus le très social, l'intermédiaire défiscalisé, et je partage les analyses qui ont été faites, et rien au milieu. Avec cet amendement, nous allons créer la séquence sociale qui manque dans le logement. Au niveau des conséquences du vote de cet amendement, ce n'est pas une dépense en plus, c'est une dépense mieux orientée. C'est l'industrie du bâtiment qui est la première industrie des 4 départements, comme l'automobile chez vous. Si en période de crise internationale, nationale et départementale, nous rajoutons une crise sur le logement, ce n'est pas l'explosion de la Guadeloupe que nous allons vivre dans les semaines qui viennent, c'est une méga explosion dans les 4 départements d'outre-mer. L'industrie du bâtiment a plusieurs effets. Il est facteur de cohésion parce qu'il permet aux familles de vivre correctement. Il est facteur d'emploi parce que chez nous, à La Réunion, c'est 20 000 emplois, dont 10 000 dans le seul secteur du logement, et ça doit être identique au point de vue pourcentage dans les autres DOM. Alors, mes chers collègues, je vous propose, j'allais dire en votre âme et conscience, de bien réfléchir avant de donner votre avis et de voter cet amendement. Si vous le faites, vous aurez posé la première pierre d'une réorientation, d'une refondation de la solidarité entre la métropole et l'outre-mer. Ne pas dépenser plus, mais dépenser mieux. Ne pas augmenter le débit obligatoirement, mais réguler le débit vers ceux qui en ont le plus besoin. Voilà pourquoi je compte sur la sincérité, l'objectivité et le soutien de chacun d'entre vous pour mettre en œuvre ce que moi j'appelle le gégo social. Il y a eu le Girardin spéculatif, ben je préfère le gégo social parce que le gégo social, il va aller vers les plus pauvres. Ah. Alors, est-ce que vous êtes pour le gégo social, vous? La commission? Alors, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'avis de la Commission, c'est la première étape et c'est souvent l'étape la plus difficile à franchir, Monsieur Verapoulet.
Il apparaît que l'outre-mer bénéficiera déjà du dispositif de défiscalisation du logement social et intermédiaire mis en place par l'article 20. D'autre part, que les effets pervers importants des dispositifs de défiscalisation actuellement applicables en outre-mer ont été dénoncés par la Commission des finances à de multiples reprises. Enfin, il n'est pas justifié de prévoir une réduction d'impôts majorés spécifiques à l'outre-mer pour le dispositif CELIE. Donc, première étape, puis il vous reste de l'espoir, Monsieur Virapoulet, avis défavorable. Ah. Alors, Monsieur le Ministre. Eh bien, Mesdames et Messieurs, le gouvernement a proposé une période transitoire pour la défiscalisation patrimoniale du logement locatif intermédiaire, plus longue que celle ouverte pour le logement libre. Je le disais tout à l'heure, puisque votre commission des finances a prolongé d'une année ce dispositif qui ira jusqu'au 31 décembre 2013. Ça, c'est déjà un point acquis de nos débats. L'amendement qui nous est présenté par Jean-Paul Virapoulet, pour sa part, s'appuie sur un dispositif de défiscalisation temporaire conçu pour faire face à la crise économique qui frappe en premier lieu le secteur du bâtiment et des travaux publics. C'est donc un objectif de relance qu'on ne peut que partager, évidemment. Au-delà de l'objectif, nous souscrivons également à la cible visée par cet amendement. À l'heure actuelle, le logement intermédiaire défiscalisé a des plafonds de loyer qui nous semblent trop élevés, de l'ordre de 12 € le mètre carré. De plus, ces logements intermédiaires peuvent n'être loués que 6 ans. Ces logements, comme vous le relevez, Monsieur le Sénateur, ne sont pas assez sociaux. C'est d'ailleurs le sens de l'extinction progressive au bénéfice des programmes mixtes qui vient d'être débattu. On est vraiment dans la cohérence de ce que nous avons décidé. Avec cet amendement, nous pourrions donc cibler très directement les ménages qui peuvent payer un loyer un peu supérieur au plafond des logements sociaux, de l'ordre de 8 à 10 € le mètre carré. En plus, ces logements qui doivent être loués neufs, voire au-delà, et cela avec un avantage fiscal complémentaire. Il s'agit donc d'un véritable produit social utile, nous semble-t-il, complément en période de crise économique au programme mixte que proposait le gouvernement. L'idée que vous évoquez d'une palette la plus large possible d'outils nous semble correspondre à ce qui était d'ailleurs demandé de part et d'autre de l'Assemblée. Évidemment, comme la défiscalisation est appliquée sur une période plus longue, en plus elle serait très attractive pour beaucoup plus de ménages. Le gouvernement, vous l'avez compris, partage donc votre objectif et le principe de votre amendement. Il est cependant nécessaire, évidemment, de mesurer les conditions de succès de ce nouvel outil qui serait ainsi créé. En plus, si vous proposez de l'appeler Gégo social, ça me rend encore plus difficile toute critique trop forte, notamment par rapport à la défiscalisation patrimoniale sur le logement intermédiaire prolongé, c'est-à-dire qu'il faut voir comment l'un ne va pas vampiriser l'autre jusqu'au 31 décembre 2013, donc on a un travail d'expertise, et il faut également éviter que ce nouvel outil ne prive les programmes mixtes de ressources de la défiscalisation. Là aussi, les moyens de la défiscalisation ne sont pas infinis, ils iront vers les dispositifs les plus avantageux. Il ne faut pas qu'en créant un dispositif supplémentaire, on ne prive les autres programmes des ressources de la défiscalisation. Aussi, le gouvernement va laisser à l'Assemblée la sagesse de sa décision, mais si cet amendement est adopté, eh bien, nous serons amenés à l'Assemblée nationale, dans la lecture du texte, à proposer évidemment les ajustements nécessaires au dispositif tels qu'ils ont été évoqués dans votre intervention. Le gage élevé, si je comprends bien. Si l'amendement est adopté, évidemment. Bon, mais Monsieur le Président de la Commission des Finances. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous avons une discussion qui est très intéressante, très constructive, et je pense que nous avançons dans la bonne direction pour favoriser le développement économique de l'outre-mer. Je voudrais saluer la créativité de Jean-Paul Virapoulet et la force de conviction qui l'anime et qu'il parvient souvent à faire partager. Moi, j'y suis très sensible et je suis obligé de me prémunir contre les assauts de Jean-Paul Virapoulet. Mais je voudrais simplement vous rappeler, mes chers collègues, que dans le collectif budgétaire que nous allons examiner dans maintenant 3 semaines, nous en serons à 104, 105 milliards de déficit public, non compris le déficit probable de la sécurité sociale, c'est-à-dire que nous
seront au-delà de 120 milliards de déficit. Donc je crois qu'il faut vraiment que nous soyons prudents. La loi Sellier, nous l'avons revisitée à l'occasion du collectif budgétaire de fin d'année 2008 pour substituer au dispositif Robien et à quelques autres des mesures plus ciblées. C'est si bien ciblé que des projets d'arrêté du ministre du Budget et du ministre du Logement créent des troubles considérables dans nombre de départements métropolitains. 25%, ce sera pour les territoires qui auront été reconnus par le gouvernement. Et vous nous dites, ben voilà, pour l'outre-mer, ça va être 40%. Je pense que, franchement, c'est excessif. Nous avons voté un ensemble de dispositions fiscalement coûteuses, donc qui affectent directement l'équilibre des finances publiques. Et en ce qui me concerne, je tiens, et je le vis comme un déchirement, Jean-Paul, je ne voterai pas votre amendement. Alors, un avis défavorable de la Commission. Une sagesse positive du gouvernement et Monsieur le Président de la Commission des Finances vient de dire qu'il ne voterait pas cet amendement. Alors, je soumets Jean-Pierre Fourcade, vous avez la parole. La position de Monsieur le Président de la Commission des Finances est une position que je respecte profondément et il a raison de dire que chaque fois qu'on discute d'un texte dans cet hémicycle, on rajoute des éléments au déficit. Mais je voudrais reprendre ce qu'a dit le ministre tout à l'heure. Le ministre a reconnu que l'amendement de notre collègue Monsieur Virapoulet ajoute dans la palette des propositions, des offres qui seront faites aux demandeurs de logement en créant enfin un financement pour le logement intermédiaire. Mais le ministre a dit tout à l'heure qu'il laissait l'Assemblée voter selon sa sagesse habituelle, quitte à ce que dans le débat à l'Assemblée nationale, on ajuste un petit peu. Et je crois que M. Virapoulet accepte qu'on puisse ajuster soit les taux, soit les modalités, soit les délais, de manière à arriver à quelque chose qui soit, sur le plan social, intéressant et sur le plan financier, pas trop coûteux. Dans ces conditions, le groupe UMP votera l'amendement de M. Virapoulet. Alors, les choses sont claires. Qui est pour adopter l'amendement 267 qui est l'amendement de M. Virapoulet? Qui est contre? 1. Alors, 3 contre. Qui s'abstient? 4. Voilà. Eh bien, écoutez, cet amendement est adopté. Alors, Monsieur le Président, je n'ai pas entendu. Alors, nous avons 2 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. C'est Georges Patient qui nous présente le 143. L'article 1529 du Code général des impôts permet aux communes qui le souhaitent d'instaurer une taxation pour percevoir une partie de la plus-value générée par l'ouverture de terrains à l'urbanisation. Le présent amendement vise à autoriser les communes et les établissements publics de coopération internationale, les EPCI, qui le souhaitent, à majorer le montant de cette taxe, dont le taux pourrait ainsi varier entre 10 et 15%. Merci. Gélita O'Haraud, vous nous présentez le 216. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet amendement de notre groupe porte sur la question de la taxation des plus-values foncières réalisées par les propriétaires cédant des terrains à vocation agricole pour les transformer en terrains
à bâtir. On se souviendra que l'article 1529 du Code général des impôts avait été modifié par la loi de finances rectificative pour 2006, après que le débat eût été ouvert par l'une des lois Borloo, en l'occurrence la loi portant engagement national pour le logement. Ce dispositif permet aux collectivités locales de récupérer une partie du produit de la vente de ces terrains devenus constructibles, terrains qui, dans un contexte de rareté et de cherté du foncier disponible, peuvent parfois être particulièrement valorisés. Le produit de cette taxe est pour le moment infinitésimal, faut-il le souligner, ne serait-ce d'ailleurs que pour une seule raison, c'est que sa principale vertu est d'être dissuasive. En effet, assortie d'un certain nombre de dispositifs dérogatoires, la taxe peut, à son corps défendant, conduire les cédants à pratiquer par eux-mêmes une réduction des prix de vente. Ainsi, la taxe ne s'applique pas, je cite, petit a, aux cessions mentionnées au 3e à 8e du 2 de l'article 150U, c'est-à-dire aux cessions concernant des terrains vendus pour un faible montant destinés à construire des logements sociaux ou encore expropriés pour raison d'utilité publique, par exemple. Petit b, aux cessions portant sur des terrains qui sont classés en terrains constructibles depuis plus de 18 ans. Petit c, lorsque le prix de cession du terrain défini à l'article 150 VA est inférieur au prix d'acquisition effectivement acquitté par le cédant et tel qu'il a été stipulé dans l'acte de cession, majoré d'un montant égal à 200% de ce prix, ce qui constitue une minoration du coût du foncier. Fin de citation. Dans les faits, la taxe est donc une forte incitation à la réalisation de logements sociaux et à l'utilisation du foncier disponible à cet usage. Eh bien, c'est cet objectif que nous poursuivons avec cet amendement de notre groupe. Il s'agit de rendre plus coûteux en apparence les opérations des cessions de terrains nus dès lors que ces terrains ne seront pas affectés à la réalisation de logements sociaux ou, pour le moins, de programmes comportant une part significative de logements sociaux. C'est donc sous le bénéfice de ces observations que nous vous invitons à adopter cet amendement. Merci. Merci Gélita Haro. Alors, quel est l'avis de Monsieur le Commissaire? Monsieur le rapporteur, pardon. Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les deux amendements sont très proches l'un de l'autre. On l'a déjà dit, la Commission n'est pas favorable a priori à l'augmentation de la pression fiscale portant sur les cessions de terrain. Elle relève toutefois que cette majoration sera laissée à la libre appréciation des collectivités territoriales concernées. Elle souhaite donc obtenir l'avis du gouvernement. Monsieur le Ministre. Bien, écoutez, le gouvernement souhaite privilégier l'application des textes actuels qui permettent déjà une procédure de taxation sur la base d'une volonté des conseils municipaux. On constate qu'il y a d'ailleurs très peu de communes qui ont mis en place pour l'instant ce dispositif. Donc de ce fait, dans l'espoir que le dispositif existant déjà soit utilisé, il est défavorable à la création d'un dispositif complémentaire. Bien, vous ralliez à cet avis, monsieur le rapporteur. Donc avis défavorable de la Commission, qui est pour adopter ces deux amendements très proches. Qui est pour? Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés. Nous passons à l'examen de l'article 20 bis, et plus particulièrement de l'amendement 231 présenté par Gaston Floss. Le plafonnement rendra difficile, sinon impossible, le financement des grands investissements structurants comme les hôtels ou le câble sous-marin et aboutira à réduire de manière considérable le montant global de financement au profit du développement des collectivités d'outre-mer. À un moment où le retard de ces dernières par rapport à la métropole est rappelé de manière brutale et inquiétante et où la crise prend des proportions sans commune mesure avec ce qu'elle est en France continentale, il paraît légitime de ne pas interrompre ou affaiblir le seul mécanisme qui ait permis de développer les économies de nos collectivités. Cependant, si nous souhaitons tous la disparition pure et simple du plafonnement, on peut comprendre les préoccupations du gouvernement. Il est proposé donc de différer son application jusqu'à la sortie de la crise.
En tout état de cause, les réflexions initiées par le président de la République dans le cadre d'États généraux de l'outre-mer devraient permettre d'identifier de nouvelles pistes de développement et il serait inopportun d'en préjuger. Merci. Quel est l'avis de Monsieur le rapporteur? Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'avis de la Commission est défavorable. Cet amendement, en effet, est contraire à la position de la Commission des finances sur le plafonnement des niches fiscales. Ministre, même avis. Qui est pour adopter cet amendement? Pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Et l'article 20 bis est adopté en l'état? Il est adopté en l'état. Nous passons à l'examen de l'article 20 ter et nous avons 4 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. 2 amendements identiques, le 333 rectifié, et c'est Georges Patient qui nous présente cet amendement de suppression. Cet amendement vise à supprimer l'obligation d'information de toute opération de défiscalisation auprès des collectivités territoriales. Celles-ci disposent déjà de nombreux moyens d'information et de possibilités de donner leur avis sur de tels investissements. Cette obligation n'a que pour seule finalité d'alourdir ou de rallonger le processus. Si, Monsieur le Ministre, c'est le même. Oui, c'est un amendement qui est similaire à celui qui est proposé. Merci. Que je propose d'ailleurs de retirer au profit de l'amendement parlementaire. Alors, le 412 est retiré au profit du 333 rectifié de Georges Patient. Et puis, Michel Magras, vous présentez le 101. Monsieur le Président, il me semble que si l'amendement 445 rectifié de la Commission des finances, qui va être incessamment débattu, et voilà, il me semble qu'il donne entière satisfaction à l'amendement que j'avais déposé. Je le retire. Est retiré. Et maintenant, c'est le 445 rectifié. Alors, c'est le président de la Commission des finances qui le présente. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'amendement que nous avons déposé au nom de la Commission des finances sur l'article 20 ter réécrit cet article. Il retient bien sûr le principe de la consultation des collectivités territoriales, les conseils régionaux pour les départements lorsque nous avons des régions monodépartementales, l'Assemblée territoriale pour Wallis et Futuna, le Conseil général de Mayotte, les conseils territoriaux de Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, et le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que celui de l'Assemblée de la Polynésie française. Donc, nous retenons le principe de la consultation, bien sûr, et puisque nous avons eu à examiner des amendements tendant à restreindre la défiscalisation sur certains types d'activités, et nos amis de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin étaient porteurs de ces amendements, ce qui tend à réduire le champ de la défiscalisation parce que les responsables d'un territoire peuvent considérer que tel type de défiscalisation encourage le développement d'activités et qui deviennent en quelque sorte parasitaires à l'encontre du développement local. Ça peut être l'encombrement de bateaux, parce qu'au bout de 5 ans, plus personne ne les utilise et certains ports sont saturés. Ça peut être la saturation des parkings à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, parce qu'on défiscalise des quantités considérables de voitures destinées à la location qui ne correspondent pas au marché. Donc, il nous paraît important, dès lors que la loi a défini un cadre général de défiscalisation, de permettre aux autorités locales d'en délibérer et de décider que tel type d'activité
ne sera pas éligible à la défiscalisation. Nous pensons qu'il serait bon que dans les 6 mois qui suivront la promulgation de la loi que nous sommes en train de discuter, l'Assemblée puisse en délibérer si elle entend imposer des restrictions et que les révisions de ces restrictions puissent être prononcées au lendemain du renouvellement de ces assemblées, dans les 6 mois qui suivent le renouvellement de l'Assemblée. Tel est l'objet de cet amendement et qui, pour une fois, Monsieur le Ministre, est de nature à éviter de dégrader le déficit public. Alors, maintenant nous en venons à l'examen, donc le 333 rectifié, monsieur le rapporteur. C'était la suppression de cet article. Monsieur le Président, si on fait le 412 a été retiré, le 101 a été retiré, et le 333, il est maintenu, mais si le... Georges Patient, vous le retirez, le 333 au bénéfice de l'amendement présenté par Monsieur Arthuis. Retiré. La logique voudrait que... Il est retiré, le 333 rectifié, et je soumets à l'approbation. Alors, quel est votre avis, bien sûr, sur le 445, c'est le président qui vient de le dire. Quel est le gouvernement? Quelle est votre position? Alors, dans un souci d'équilibre, le gouvernement qui, tout à l'heure, a donné une sagesse favorable à l'amendement de Jean-Paul Virapoulet, est tenté effectivement de laisser la sagesse à l'Assemblée sur cet amendement qui vient d'être déposé, qui nécessite quand même une petite expertise juridique pour voir dans quelles conditions chacune des collectivités pourrait l'appliquer, sous réserve de cette expertise qui pourrait, si l'Assemblée adopte cet amendement, nous amener à le retoucher à l'Assemblée nationale. Nous laissons donc une sagesse positive à l'Assemblée et si j'osais avec un peu d'humour en cette fin de journée, nous levons le gage non perçu récupérable. Ah, vous laissez faire cela, monsieur Arthuis? Ah ouais? Non, ben écoutez, monsieur Arthuis me met toujours la pression, vous comprenez? Pour une fois, je peux me manger. Bon, allez, qui est pour adopter cet amendement avec la sagesse positive du gouvernement? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Et l'article 20 ter ainsi amendé est adopté dans les mêmes conditions. Il est adopté. L'article 21, je n'ai pas de demande de parole ni d'amendement. Il est adopté dans les mêmes conditions. Il est adopté. Et nous passons à l'examen de l'article 22. J'ai une demande de parole de Serge Larcher. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet article vise à permettre, par après les classements, la cession par l'État des personnes physiques ou morales des terrains situés dans la zone des 50 pas géométriques. C'est très important. On peut même louer la volonté de Monsieur le Ministre de vouloir libérer ces terrains pour permettre la construction mesurée de logement social, mais il faudrait, Monsieur le Ministre, qu'il y mette un certain nombre de garde-fous. En particulier, éviter que notre littoral ne devienne trop bétonné. Parce que quand on vient aux Antilles, on vient aux Antilles, on ne vient pas ailleurs. Je ne fais pas de comparaison avec quelques banlieues pour ne pas avoir de problème avec qui que ce soit. Mais il faut sauvegarder le caractère authentique des Antilles, même si nous avons une préoccupation de loger les habitants de nos départements. Alors, ceci étant dit, il y a un autre souci, c'est qu'il faut permettre le libre accès des personnes à la plage. C'est très important, cela. Il faut, en faisant cela, monsieur le ministre, vous allez rompre véritablement avec ce que nous avons dit pendant tout le début du débat,
avec cette tradition, vous allez faire la rupture avec une histoire postcoloniale. Nous avons hérité d'une certaine situation de fait. Et vous avez de belles demeures avec des longs parcs qui longent nos plages et nos accès à la mer. Permettre à monsieur, vous allez dire monsieur Tarantampion, nous disons à la Martinique monsieur Tissonson, lui permettre d'aller à la plage avec sa famille, sans déranger qui que ce soit, sans provoquer qui que ce soit, mais passer la journée au bord de la mer, ce serait une très grande avancée, et je crois que l'ensemble des Martiniquais, des Guadeloupéens, pas des Guyanais, mais des Martiniquais, des Rionnais, hein, et les Guyanais, pourquoi pas, salueraient cette initiative. Mais encore faudrait-il avoir la volonté d'imposer cela, parce qu'il demeure tout de même chez nous certaines féodalités, pour ne pas dire plus. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, de nous montrer par votre action, votre volonté de résoudre, de briser cet héritage du passé. Merci. Merci Serge Larcher. Nous avons deux amendements. Alors, un premier amendement de suppression de l'article qui est présenté, le 70, par Odette Terrade. Merci Monsieur le Président. Ce présent article ajoute un article au Code de la propriété des personnes publiques visant à permettre la cession à titre onéreux à des personnes physiques ou morales les terrains libres de toute occupation situés dans la zone des 50 pas géométriques. Cette zone a été reclassée dans le domaine public maritime de l'État en 1986 dans la loi littorale, inaliénable et imprescriptible. Cette disposition a été assouplie en 1996, introduisant la possibilité de cession soit à titre gratuit aux communes ou aux organismes d'habitat social, soit à titre onéreux aux particuliers des seuls terrains situés dans les espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse au sein de cette zone. Ces mesures, selon les rapporteurs de la Commission des finances, ne sont pas encore assez souples. Ils abondent dans le sens de cet article pour les assouplir encore au nom d'une action nécessaire face au blocage rencontré pour en finir avec les dents creuses, pour mettre fin aux lourdeurs administratives ne permettant pas de faire ce que l'on veut sur le littoral. Au nom de la nécessaire action, on choisit une solution rapide et à courte vue, permettre un peu plus les opérations immobilières sur le littoral et réduire un peu plus le contrôle de l'État sur cette zone. La solution proposée ici, selon nous, pourrait être pire que le problème lui-même. Cette disposition tient comme un fait inamovible que l'État ne peut rien faire pour réhabiliter cette zone des 50 pas, qu'il n'a pas les moyens, et donc prône de passer la patate chaude, si je puis dire, au domaine privé. Eh bien, nous prétendons que si les moyens nécessaires étaient donnés aux offices publics, nous pourrions réhabiliter cette zone, en faire des logements sociaux et préserver le littoral. Des dispositions seraient, dans ce cadre, certainement nécessaires pour doter les offices d'outils adéquats, mais certainement pas celle qui nous est proposée ici, c'est-à-dire un abandon pur et simple des principes qui conduit à la loi littorale. Pour ces raisons, mes chers collègues, et pour ce que vient de dire notre collègue avant moi sur la nécessité aussi de permettre à la plage et de permettre la circulation, nous vous demandons de voter notre amendement de suppression. Merci. Alors, Jean-Paul Virapoulet. Donc, c'est Marc Massion qui nous présente l'amendement 244. C'est un amendement qui est présenté par M. Virapoulet au nom de la Commission des lois. L'article 22 autorise, après déclassement du domaine public, la cession à titre onéreux à toute personne physique ou morale de terrain inoccupé situé dans la zone des 50 pas géométriques. Cet amendement tend à autoriser ce déclassement dès lors que les organismes susceptibles de bénéficier de la cession gratuite n'ont pas demandé cette cession dans un délai de 6 mois, à compter d'une mise en demeure adressée par l'autorité administrative compétente. Il sécurise ainsi le dispositif et permet de faciliter les opérations de déclassement. Il a semblé à la Commission que la modification rédactionnelle paraît effectivement de nature à améliorer l'efficacité du dispositif. En ce qui concerne l'amendement 70, l'article 22 adopté par la Commission des finances vise à favoriser l'exercice des missions des agences des 50 pas géométriques en élargissant les possibilités de cession de terrain qui ne trouvent pas qu'erreur dans la situation actuelle. Il ne nous semble pas opportun de supprimer cet article, donc avis défavorable. Et Monsieur le Ministre.
Sur l'amendement 70, effectivement, nous ne sommes pas favorables à sa suppression. Enfin, ce serait quand même, c'est une drôle de position consistant à dire, il y a un problème sur les 50 pages géométriques depuis des années, mais alors on ne change rien. Au contraire, nous souhaitons par cet amendement, par cet article, permettre justement une évolution. Je rassure chacun des intervenants. Il s'agit de préserver tous les éléments de patrimoine, l'accès aux plages, de faire en sorte que un certain nombre de villes et de communes puissent étendre les quartiers, qu'elles puissent utiliser ce qui est aujourd'hui des dents creuses que tout le monde dénonce. Moi, j'ai vu de nombreux maires qui me disent mais il faudrait qu'on puisse y arriver. C'est bien un objectif très protecteur que nous voulons mettre derrière cette volonté du gouvernement, très en phase avec les agences des 50 pages géométriques, et très positif à la fois pour la préservation de l'environnement et de la qualité de ces secteurs, mais pour sortir aussi, comme ça a été dit tout à l'heure, d'une période ancienne qui voulait que ces terres aient un statut particulier. Donc je vous rassure sur cet aspect, nous sommes défavorables à la suppression parce que nous avons une vision positive de l'action que nous voulons mener. Quant à l'amendement 244 Virapoulet repris par Monsieur Massion, nous sommes évidemment nous sommes très favorables. Alors, y a-t-il des demandes d'explication de vote sur l'amendement de suppression? Qui est pour l'adopter? Pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Et avis favorable de l'amendement de la Commission, le 244, qui est pour l'adopter? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Et l'article 22 ainsi amendé est adopté dans les mêmes conditions. L'article 23, je n'ai pas de demande de parole ni d'amendement. Il est adopté. Il en est de même pour le 24. Il est adopté. Il en est même pour le 25. Il est adopté. Et nous passons à l'examen de l'amendement 255. C'est Jacques Gillot qui nous le présente. Merci, Monsieur le Président. La crise qui traverse ces dernières années le secteur du logement social a pour conséquence une dégradation des conditions de logement et le regain de l'habitat insalubre sur l'ensemble des régions et des collectivités d'outre-mer, comme l'indique le rapport du sénateur Henri Thor. Cette situation appelle une véritable politique de lutte contre l'habitat indigne, avec une programmation à la hauteur du défi de cet enjeu de cohésion sociale et de dignité des populations concernées. La mise en œuvre du droit au logement opposable en outre-mer n'aura de sens dans son application que si un effort conséquent de l'État, en étroite relation avec les collectivités, est conduit de façon significative et durable dans ce domaine. Merci. Quel est l'avis de Monsieur le rapporteur? Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet amendement nous semble purement déclaratoire. L'État met déjà en œuvre, en partenariat avec les collectivités territoriales d'outre-mer, une politique de résorption de l'habitat insalubre, donc avis défavorable. Monsieur le Ministre. Oui, évidemment, c'est pour nous une action importante, la lutte contre l'habitat insalubre et l'habitat indigne. D'ailleurs, le gouvernement, j'ai confié une mission à Serge Letchimy, le député maire de Fort-de-France, qui connaît bien ce sujet, qui a commencé son travail et qui va nous proposer, plus d'ailleurs qu'un programme, mais un plan d'action complet sur ce sujet. Donc je suggère aux sénateurs auteur de cet amendement qu'il le retire, puisque nous reviendrons avec les résultats de la mission Letchimy. L'amendement 255 est retiré. Le 312, c'est notre collègue Robert Laoufaoulou qui nous le présente. Monsieur le Président, cet amendement vise à étendre à Wallis et Futuna le bénéfice du prêt à taux zéro en utilisant les structures dépendantes de l'État, comme l'Agence française de développement. Actuellement, à Wallis et Futuna, l'AFD et la BWF, banque privée filiale de la BNP Paribas, sont les seuls établissements autorisés à pratiquer des prêts. L'AFD a jusqu'à il y a quelques années pratiqué dans divers lieux où elle est implantée des prêts aux particuliers pour l'acquisition d'un logement, ce qu'elle ne fait plus aujourd'hui. Il serait bon qu'elle puisse remplir ce rôle, tout comme éventuellement d'autres structures à Wallis et Futuna où les ménages les moins aisés
sont dans l'impossibilité de construire leur logement. L'État doit impulser la mise en place du prêt à taux zéro pour ces ménages de Wallis-et-Futuna. Je suis conscient qu'il existe à Wallis-et-Futuna une difficulté liée à l'absence de garantie foncière, mais il me semble impératif de trouver un système permettant aux petits salariés de construire ou acquérir leur logement comme on aide des ménages en métropole. Une relance du fonds de garantie à l'habitat, qui n'a pas bien fonctionné par manque de suivi à l'AFD, pourrait répondre à ce besoin. Je suis sûr que les contrôles sérieux que la présente loi se propose de mettre en place garantiraient la pérennité d'un tel dispositif. Merci. Quel est l'avis de Monsieur le rapporteur? Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, comme l'amendement précédent, cet amendement nous paraît purement déclaratoire. Sur le fond, la Commission juge qu'il appartient au gouvernement de préciser sa politique en matière de logement à Wallis-et-Futuna. Avis défavorable. Monsieur le Ministre. Oui, pour m'être rendu, Monsieur le Sénateur, récemment à Wallis et à Futuna, je mesure évidemment l'enjeu que représente la politique du logement pour votre territoire. Mais vous le savez, c'est la collectivité qui, à Wallis-et-Futuna, détient les compétences pour le logement. Il lui appartient donc de décider des outils les mieux adaptés pour favoriser l'accessibilité sociale et la propriété des ménages. Je vais demander sans délai à l'administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna d'apporter son concours technique à la collectivité pour établir de façon précise les besoins en logement, tant au plan quantitatif que qualitatif, et mettre notre expertise à sa disposition pour les outils à mettre en œuvre. Sous cette réserve-là, je pense que plutôt que de donner un avis défavorable, il serait raisonnable de retirer votre amendement. Il est maintenu ou retiré? Il est retiré? Bon, l'amendement 312 est retiré. Vous venez de suivre l'examen du projet de loi relatif au développement économique de l'Outre-mer. Je vous rappelle que ce texte a été adopté hier soir par les sénateurs. Vous pourrez revoir cette séance sur notre site internet www.publicsénat.fr. Merci de votre attention et à très bientôt sur Public Sénat.